Bonjour à tous, je pense que on va pouvoir démarrer. Je vous souhaite la bienvenue ce soir pour ce webinaire que nous avons programmé avec Mélissa de la FAPE il y a plusieurs mois et qui s'est intitulé donc La réforme du collège. J'ai rajouté à ce webinaire aujourd'hui un petit point d'interrogation. On va très vite comprendre pourquoi et vous devez le savoir d'ailleurs. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige donc Averroès e-learning, qui est une école de soutien scolaire dédiée aux élèves et des lycées et collèges français dans le monde entier. Euh, et nous sommes sur cette série de webinaires partenaires avec la FAPE, donc, qui est représentée aujourd'hui par Mélissa, qui va prendre la parole ensuite. Et je suis accompagnée par Cécile, qui est en charge chez Averroès e-learning des relations avec les familles. Alors, on va essayer de garder le webinaire dans le timing. Donc, on va voir un petit peu en 3 temps euh, les fondamentaux en sixième, cinquième. Enfin, on va faire un point d'actu, puis les fondamentaux en sixième, cinquième, puis le brevet en particulier, et comment à Averroès on peut vous aider, enfin, on peut accompagner les enfants pour progresser ou pour se perfectionner. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra au fur et à mesure. En fait, on va s'arrêter à plusieurs reprises de manière à répondre à l'ensemble des questions. Vous pouvez faire remonter, on est trop nombreux ce soir pour donner la parole à tout le monde. Donc, vous pouvez faire remonter vos questions par soit le chat, soit l'outil de questions-réponses. Et Cécile, ce soir, fera la modération et nous fera remonter les questions au fur et à mesure. Donc, voilà, on s'est donné 1 heure, donc on va essayer de rester dans les délais. Donc, Mélissa va dire 2 mots sur la FAPE. Donc, je te Oui, passe la parole. bonsoir. Je ne vais pas être trop longue, hein. Donc, la FAPE, qui fédère les associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger. On est présent dans 92 pays et plus de 200 établissements. Voilà. Et effectivement, quand on a prévu ce webinaire, il était censé y avoir une réelle réforme du collège. Mais ça va donner l'occasion d'aborder des questions sur le collège qui sont pas forcément claires pour toutes les familles. Et voilà, donc je laisse la parole à Caroline. Ok, merci beaucoup. Euh, donc, on va commencer par quand même un peu d'actu. En fait, on ne peut pas faire autrement entre là où on en était au mois de mai, fin mai, début juin, quand on a planifié tous nos webinaires de l'année, et aujourd'hui. Donc, effectivement, il était prévu une réforme très importante du collège et du brevet, de l'examen qui sanctionne donc la fin des années collège. Ce qui était prévu, c'était donc pour l'ensemble des établissements en France et à l'étranger, c'était d'abord la mise en place de groupes de besoins, donc anciennement appelés groupes de niveau, mais la terminologie officielle, c'est groupes de besoins en sixième et en cinquième. Euh, une modification des programmes et des volumes horaires, en particulier dans les matières fondamentales, en français et en mathématiques en particulier. Une modification à la fois des coefficients et des modes d'évaluation ou de notation du brevet en fin de troisième. Euh, il était aussi prévu que le brevet soit obligatoire à partir de cette année pour rentrer en seconde, que l'obtention du brevet soit obligatoire. Et il était prévu la création généralisée, en tout cas au moins par bassin d'enseignement, de création de classes passerelles pour préparer l'entrée en seconde pour des élèves qui auraient raté le brevet et donc auraient fait une espèce de, sans redoubler, mais une espèce d'année passerelle pour se préparer au lycée. Tout ça, du fait de la vie politique mouvementée en France ces derniers mois, tout ça est un petit peu passé, enfin, en tout cas, a été mis en attente. Je
peux pas vraiment en dire plus, en tout cas, n'est pas applicable à cette rentrée scolaire. Les seules choses qui sont applicables, c'est effectivement la mise en place des groupes de besoins en 6e, 5e, et l'ouverture de classes passerelles en seconde, donc des espèces de classes de pré-seconde expérimentales alors pas tout à fait dans toutes les académies, et je pense qu'il n'y en a pas à l'étranger, mais c'est véritablement fait à titre d'expérimentation. Donc, il y a des enfants cette année qui sont rentrés en classe de seconde passerelle. Pour le reste, on en saura plus, j'imagine, en cours d'année, et pour voir comment ça pourra impacter les élèves qui ne sont pas en 3e cette année et qui seraient en 6e, 5e, 4e. Voilà. Alors, on va du coup commencer par la maîtrise des fondamentaux en 6e, 5e. Mais la seule chose que j'ai envie de dire par rapport à ce point d'actualité, c'est que cette réforme du collège et du brevet, etc., et c'est pas du tout une question, en tout cas pour moi, c'est pas véritablement une question politique, mais elle ne tombait pas du ciel. C'est-à-dire que le collège reste dans le système éducatif français qui est excessivement reconnu pour en particulier l'esprit critique, la manière dont on travaille, dont les enfants apprennent à disserter, apprennent à écrire, etc. Et vous le savez à l'étranger, le collège est un peu le maillon faible de ce système éducatif. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas bien, en particulier au collège. Ça a été mis en évidence à plusieurs reprises dans les enquêtes internationales, dont je pense que vous avez largement entendu parler dans les journaux, de type PISA, mais aussi dans les rapports du ministère de l'Éducation nationale lui-même. Donc, les difficultés sont doubles, on va le voir. L'entrée en 6e, en fait, et là, vous me direz, c'est un peu le problème du primaire, mais à l'entrée en 6e, un grand nombre d'élèves accusent du retard sur, en tout cas, une maîtrise fragile, voire très fragile, des fondamentaux en français, en lecture et analyse de texte ou en interprétation, et en mathématiques. Alors en mathématiques, pour être concret, donc là c'est vraiment tiré des rapports de l'inspection générale, les principales difficultés ou retards identifiés qui concernent à l'entrée en 6e près d'un élève sur deux, hein, donc c'est pas un élève de temps en temps, ce sont les nombres entiers, les divisions, qui sont considérées comme difficiles en 6e par un élève sur deux. Les nombres décimaux, les fractions. En français, on se rend compte que les enfants, quand ils arrivent à 6e, ont beaucoup de difficultés à comprendre le sens explicite d'un texte, donc ce qui est écrit dans le texte. Donc ça veut dire parfois des difficultés à comprendre des consignes, etc. Donc tout ça pour dire que cette réforme du collège, elle n'était pas non plus complètement hors sol. Il y a un vrai besoin aussi probablement de renforcement de ces fondamentaux. Pourquoi? Parce que en fait, la maîtrise de ces fondamentaux, alors en français dès la 6e, 5e, et en maths un peu plus à partir de la 4e, 3e, elle va conditionner quand même beaucoup de choses au lycée. C'est-à-dire, par exemple, en terminale, qui pourtant avec spécialité maths, qui parfois ne se souviennent plus de leurs identités remarquables ou de quelles sont les règles de factorisation. Alors peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est du chinois, mais c'est au programme de 4e et c'est repris en 3e au programme du brevet. Donc en fait, voilà, c'est ce brevet finalement, ce que les enfants apprennent et doivent acquérir, c'est hyper important pour la suite
de leurs études, en fait. Ça change un peu la manière dont ils vont appréhender, dont ils vont pouvoir aborder le lycée. Alors, quand on parle de construction de fondamentaux, alors la sixième, c'est la fin du cycle CM1, CM2, mais la cinquième, donc la fin du cycle 3, et puis la cinquième, c'est le début du cycle 4. Les fondamentaux restent les mêmes, bien évidemment. En français, on est sur une lecture fluide, mais au-delà de la lecture, c'est-à-dire que lire un texte, c'est une chose. Lire de manière fluide, ça veut dire maîtriser la ponctuation, être capable de mettre de l'intonation et finalement de comprendre le texte que l'on lit et de comprendre éventuellement les consignes qui sont associées. En français, c'est aussi, c'est fondamentaux, la maîtrise d'un vocabulaire. Alors, on le sait, hein, nous, enfin, moi, je ne suis pas prof de français, mais nos profs de français, ils travaillent uniquement avec des élèves qui sont dans des lycées autour du monde. On le sait, nos élèves, ils sont multilingues. Ils ont cet énorme atout, en général, de parler au moins 2 langues, vraiment, voire 3. Et selon l'endroit où, le lycée dans lequel ils sont scolarisés, le français est plus ou moins leur langue, une langue vivante. C'est-à-dire, parfois, c'est juste une langue à l'école. Et dans la cour, on parle une autre langue, et à la maison, on parle une autre langue. Donc, évidemment, ça, c'est un atout sur le long terme, mais c'est aussi par rapport aux attendus scolaires et etc. Parfois une difficulté et qui souvent se remarque dans le vocabulaire. C'est-à-dire que le vocabulaire est parfois un petit peu bah, insuffisamment riche et du coup, ils ont plus de mal à comprendre les nuances de syntaxe entre un C SES et un C apostrophe EST. Ça rend la compréhension et des textes et des consignes plus difficiles. Le troisième élément fondamental, c'est effectivement de savoir s'exprimer clairement. Donc ça, c'est ce qui va être attendu dès le brevet, au travers des examens écrits, à l'oral, s'exprimer de manière à dérouler le fil de sa pensée, utiliser les bons mots, avoir la bonne syntaxe, etc. Ça, c'est les fondamentaux en sixième, cinquième. En mathématiques, sixième, cinquième, les fondamentaux, c'est essentiellement la numération et les méthodes de calcul et le début de la démonstration de géométrie. Vous voyez, on est vraiment sur cette partie-là. Donc voilà un peu sur ce qui est essentiellement à acquérir sur ces classes-là. Donc je ne sais pas si Cécile, tu as des questions ou si j'enseigne directement avec le brevet, avec quatrième, troisième et on prend toutes les questions après. Oui, tu peux continuer. Ok. Alors, quand on arrive en quatrième, on est effectivement, quand on parle d'éducation nationale, en milieu de cycle 4, et donc on est dans la préparation du brevet. Et là, effectivement, et en français et en mathématiques, même si les programmes sont progressifs, on est quand même sur une première approche des différentes notions en quatrième et un renforcement et un approfondissement en troisième, avec pour aboutissement ce fameux brevet des collèges que tout le monde va passer. Alors, ce brevet des collèges, comme le baccalauréat aujourd'hui, il est évalué pour moitié en contrôle continu et pour moitié au travers des preuves finales. Exactement comme pour le bac. Enfin, la proportion n'est pas la même, mais les principes sont les mêmes. En ce qui concerne le contrôle continu, et c'est là que parfois c'est un peu déroutant pour les familles et même parfois pour les enfants qui ont un peu de mal à se positionner, ce contrôle continu, il est évalué sur ce que l'on appelle des compétences.
Ça veut dire que ce ne sont pas, si vos enfants ont des bulletins de notes au collège, ce n'est pas ces notes qui vont être utilisées pour le calcul de la note de brevet, mais c'est à partir de ces notes l'analyse que va faire l'équipe d'enseignants de votre enfant sur 8 compétences. Les compétences, c'est la maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit, la maîtrise des langages mathématiques, scientifiques et informatiques, la maîtrise des langues vivantes étrangères ou régionales, le langage des arts et du corps, la maîtrise des méthodes et outils pour apprendre, donc c'est-à-dire d'avoir acquis, d'être capable de conduire un travail structuré, de savoir organiser son travail et son temps, etc. Les compétences relatives à la citoyenneté, formation de la personne, de l'individu et du citoyen, et enfin les systèmes naturels et techniques. Donc vous voyez que ces compétences, elles sont toutes transversales. Donc souvent, ce sont plusieurs enseignants qui vont se mettre ensemble pour décider si l'enfant a une très bonne maîtrise, donc auquel cas il aura 50 points, une maîtrise satisfaisante, 40 points, une maîtrise encore fragile, 25 points, ou une maîtrise insuffisante, 10 points. Donc, 8 compétences avec un maximum de 50 points chacune, ça fait pour ce contrôle continu un total de 400 points. Alors, dans certains établissements, on a des notes et ensuite, en fin d'année, les enseignants se réunissent et font la correspondance entre ces notes et les domaines de compétences. Dans d'autres établissements, il n'y a pas de notes à proprement parler au collège et on fonctionne par compétences avec pas des gommettes, mais des indicateurs de couleur en fait. Voilà, qui vont dire si la compétence qui était évaluée est acquise, en cours d'acquisition ou non acquise. En plus du contrôle continu, les enfants passent 5 épreuves. 5 épreuves qui passent donc au mois de... Alors, fin mai pour les lycéens d'Amérique du Nord et mi-juin pour la majorité des autres élèves de 3e. Et toute fin juin pour les élèves de France. En gros, entre les élèves du lycée de New York et les élèves de France, il y a un peu plus d'un mois de décalage sur les épreuves de brevet en termes de calendrier. Donc, les épreuves, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une épreuve de français, évidemment. Donc, on l'a dit, ça fait partie de ses fondamentaux, etc. L'épreuve de français, elle inclut une explication de texte. Donc, en général, les élèves ont un texte de leur niveau, qui relève des auteurs qui sont au programme, etc., avec des questions sur ce texte qui doivent permettre de démontrer la bonne compréhension du texte, sa capacité à analyser et sa capacité éventuellement à interpréter. Des questions de grammaire, une dictée, un exercice de réécriture. Donc, un exercice de réécriture, c'est par exemple, on donne aux enfants 3-4 phrases du texte qui sont, je ne sais pas moi, la première personne du singulier et on leur demande de réécrire ce texte à la 3e personne du pluriel et à l'imparfait, par exemple, ou au passé simple. C'est ça le travail de réécriture. Et puis ensuite, un travail de rédaction. Donc, de rédaction qui peut être soit argumentatif, déjà, soit un sujet d'imagination. Voilà. Et cette épreuve vaut donc 100 points. Comme on l'a dit, 400 points pour le contrôle continu, donc 400 points pour les épreuves finales.
Ensuite, ils ont une épreuve de mathématiques qui vaut elle aussi 100 points, qui dure 3 heures, qui inclut l'ensemble des éléments du programme, pour le coup, avec en général une série de entre 5 et 7 exercices selon les années, toujours un peu de programmation, toujours de la géométrie, toujours, voilà, donc, une épreuve de mathématiques classique. Ensuite, ils ont 2 épreuves qui comptent pour 50 points, écrites toujours, qui sont l'épreuve d'histoire-géographie, qui dure 2 heures, et l'épreuve de sciences, qui dure 1 heure. Donc, l'épreuve d'histoire-géographie, le programme en 3e, c'est plutôt de l'histoire contemporaine. Donc, ils ont une analyse de documents et en général une analyse de cartes. Et en sciences, alors en sciences, ce qui rentre dans les sciences au brevet, ce sont 3 matières, la physique-chimie, les sciences et vie de la Terre et la technologie. Tous les ans, au moment, on va dire, un mois et demi avant les épreuves du brevet, 2 matières sur 3 sont tirées au sort. Et donc, les enfants ne sont examinables que sur 2 de ces 3 matières. Mais ils le savent qu'à la toute fin de l'année. Donc, en fait, ça évite les stratégies d'abandon de certaines matières au mois de février. Donc, voilà. Donc, certaines années, c'est physique, chimie et SVT. D'autres années, c'est techno et SVT. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles. Voilà. Voilà pour les épreuves écrites. Et ensuite, ils ont une épreuve orale qui compte pour 100 points, qui est finalement une espèce de prémisse de ce que sera le grand oral en terminale. Et cette épreuve orale du brevet, elle est donc soit individuelle, là pour le coup, les 2 sont possibles, soit individuelle, soit collective. Donc, si c'est individuel, elle est plus courte. Les enfants doivent présenter leur sujet pendant 20 minutes et discuter avec le jury pendant 10 minutes. Si elle est collective, en fait, ça dépend du nombre d'enfants dans le groupe. Et en gros, c'est 5 minutes de présentation par membre du groupe et puis une discussion globale avec les membres du jury. En termes de sujet, sur l'oral du brevet, globalement, tout est un peu possible. Voilà. Ça peut être à cheval sur 2 matières, ça peut être au travers d'un enseignement transversal, ça peut être à partir d'une expérience, ça peut être à partir du stage du brevet fait en 3e, enfin, quand il est fait en 3e, etc. Enfin, le champ des possibles est vraiment très, très large. Pas tellement le sujet en lui-même qui est important. Ce qui est important, c'est bien évidemment la manière dont l'enfant va présenter son sujet et le travail de recherche ou effectivement d'analyse qu'il aura fait avant pour être en mesure de présenter de manière structurée ce qu'il a à présenter et pour engager cette discussion avec le jury, qui est bien évidemment, c'est une épreuve d'oral en 3e, qui est bien évidemment excessivement bienveillante. Pas du tout là pour faire peur aux enfants, pas du tout le but. Donc voilà pour le brevet. Quand on fait le point, et puis après, Cécile, je te donnerai la parole. Quand on fait le point sur les difficultés en fait que rencontrent les élèves sur cette 2e partie du collège, sur la partie 4e, 3e, on constate pas mal de lacunes en fait en conjugaison et en grammaire. J'en ai déjà parlé du manque de vocabulaire, donc ça effectivement qui les enfants lisant de moins en moins. Ah, la photo est floue. Je ne sais pas quoi faire qu'elle soit plus nette. C'est net, toi, Cécile? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Donc, les enfants lisent moins, donc effectivement, du coup, ils ont moins de vocabulaire. Quand ils sont multilingues, ils sont obligés d'acquérir du vocabulaire dans de multiples langues. Donc, bien évidemment, le lexique, le vocabulaire est un peu plus pauvre.
Ils rencontrent aussi des difficultés à rédiger des phrases complexes, c'est-à-dire des phrases avec ce qu'on appelle une proposition principale et une proposition subordonnée, donc qui permet, en fait, au-delà de la construction de la phrase en français, qui permet d'enchaîner des idées et de construire une argumentation en rédaction ou une explication par rapport ou une interprétation par rapport à quelque chose qui a pu être lu dans le texte. On constate aussi que souvent c'est difficile pour eux d'analyser un texte en profondeur. Qu'est-ce qu'on appelle analyser un texte en profondeur? Et c'est vraiment ce qui est attendu en fin de troisième, c'est comprendre le texte, l'interpréter, c'est-à-dire comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, ce que veulent dire les personnages quand, dans le cadre d'un dialogue, ils s'expriment de la manière dont ils s'expriment, etc. Euh, Être capable de déduire quelque chose qui ne serait pas dit, et du coup de comprendre l'implicite du texte, c'est-à-dire ce qui n'est pas écrit dans le texte, mais qu'on peut déduire de ce qui est écrit dans le texte, et qu'on appelle souvent en français, que les profs de lettres appellent l'implicite ou le sens caché d'un texte. Alors évidemment, ça pourrait on pourrait avoir l'impression que ça fait peur, mais en réalité, c'est sur des textes qui sont complètement à leur niveau et dans leur programme, hein, bien évidemment. On ne leur donne pas les mêmes textes qu'au bac de français. Bon. Ce qui est difficile aussi, c'est la justification des réponses et on en a parlé, la rédaction argumentative, c'est-à-dire construire un argument, le défendre, le justifier, etc. En mathématiques, c'est un petit peu différent. En fait, en mathématiques, entre la quatrième et la troisième, même si ça ne se voit pas complètement dans le descriptif du programme, il y a un vrai, j'ai envie de dire, il y a un vrai saut, il y a une vraie marche entre la quatrième et la troisième. Euh, et surtout, que les enfants rencontrent généralement à partir du mois de novembre. Le début d'année, on réassoit ce qui a été vu en quatrième, donc, les outils, et à partir du mois de novembre, on rentre dans ce qui va être nouveau, et qui, pour le coup, là, va leur servir jusqu'à jusqu'à la fin du lycée, et ensuite dans le supérieur, en particulier, euh, pour vous donner des exemples concrets, euh, en géométrie, les théorèmes de Pythagore et de Thalès, ils vont démarrer à peu près à ce moment-là. Ce qu'on appelle le calcul littéral, c'est-à-dire les identités remarquables, savoir ce que fait A plus B au carré, qu'est-ce que ça fait, savoir comment est-ce qu'on calcule l'inverse d'un chiffre, l'inverse d'une fraction, voilà. Les fonctions et la trigonométrie. Ces 4 éléments vont être vraiment déterminants ensuite en seconde et puis après, évidemment, pour le reste du lycée. Euh, Ce qui est important aussi en mathématiques, et ce qui est vraiment ce sur quoi les élèves rencontrent de réelles difficultés, c'est comment est-ce que je démontre, et en particulier en géométrie, comment est-ce que je construis une démonstration, en fait. Comment est-ce que je matérialise sur ma feuille mon chemin de pensée? Et en ça, c'est vrai, dans les écoles internationales, par exemple, pour des élèves qui seraient en école IB, on ne travaille pas pareil, on fait les mêmes contenus. C'est-à-dire que dans l'équivalent de la troisième en IB, ils font aussi Thalès et Pythagore, etc. Mais la manière de démontrer, il y a une école française de mathématiques, en fait, et une manière de démontrer à la française. Et donc ça fait partie des choses qu'on doit acquérir et avec lesquelles les élèves bataillent un peu. Et enfin, le dernier point qui pose problème, ce sont effectivement les résolutions de problèmes. Même si de plus en plus les problèmes sont mis dans des contextes de la vie quotidienne, et parfois justement, c'est difficile pour les enfants de transposer, d'utiliser des outils mathématiques dont pourtant ils connaissent les formules, les définitions, etc.,
dans des applications pratiques. Donc, et de mobiliser plusieurs outils pour résoudre un problème global. Donc, voilà à peu près, enfin voilà en gros le descriptif que l'on peut faire de ces années collège. Donc, Cécile, je te donne la main. Alors, juste une petite confirmation. Est-ce que tu peux confirmer que, parce que la question est venue plusieurs fois, est-ce que le brevet n'est pas obligatoire cette année pour entrer en seconde? Je confirme que le brevet n'est pas obligatoire cette année pour rentrer en seconde. Très bien. Parfait. Ensuite, une question qui Enfin, est... en vrai, c'est pas moi qui le confirme, enfin, c'est pas moi qui le confirme, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Hein, mais je vous Oui, confirme oui. que le ministère de l'Éducation nationale a bien confirmé que le brevet n'était pas obligatoire pour rentrer en seconde pour les élèves qui rentrent cette année en troisième, donc pour le brevet 2025. Ensuite, une question aussi pareil qui est revenue plusieurs fois, c'est sur la lecture globalement. Et je pense qu'on peut, peut-être que du coup, tu peux y revenir sur les différentes classes. Mais comment on peut inciter un collégien à lire, à aimer lire? Comment on peut se battre contre la vidéo et le sport et tout ça. Euh, euh, Évidemment, moi, je suis pas prof de lettres, mais bon, pour avoir, et ce soir, il n'était pas là, mais pour avoir animé plusieurs fois des webinaires consacrés aux lettres avec mon directeur pédagogique, avec Albin, je vous dirais ce qu'il dit, c'est que ben, il faut qu'on leur dise des histoires le plus longtemps possible. Ça leur donne le goût. Ensuite, on sait, il y a un moment où ben, les enfants se détournent un petit peu de la lecture, tous. Euh, alors après, tant qu'ils lisent encore des bandes dessinées, etc., c'est toujours de la lecture en fait. Hein. Le fait de lire, on a des élèves par exemple qui parfois adorent lire Sciences et Vie Junior. Bon, bah, lire Sciences et Vie Junior, ça reste de la lecture. C'est pas de la littérature, mais ça reste de la lecture, c'est-à-dire qu'en termes de vocabulaire, c'est quelque chose qui est rédigé avec un vocabulaire spécifique, recherché, etc. C'est vraiment ça le but de la lecture. Euh, Quand on accompagne des élèves de 6e, 5e, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sur un module justement en français, euh, on leur demande de lire 5 minutes par jour. Et en fait, quand on accompagne des jeunes comme ça, des petits, j'ai envie de dire, des, bah, on est obligé évidemment d'impliquer leurs parents. Et en fait, on vous demande qu'il y ait un peu de lecture ou d'écriture tous les jours. Parce que c'est ça qui va faire que l'habitude va être prise. Après, il y a euh, quand même aujourd'hui, euh, en littérature jeunesse, il y en a pas mal qui ont été publiés sur notre blog par l'équipe de lettres. Il y a pas mal d'ouvrages courts, ancrés dans le réel, etc., qui sont quand même plus attractifs que ce qu'on avait avant. Donc, voilà. Et après, on n'a pas de baguette magique, en fait, hein, sur la lecture. Pour le moment, c'est bon, tu peux continuer. Ok. Hop. Alors, on va voir comment est-ce que on peut travailler, enfin, comment est-ce que nous, on accompagne les enfants des lycées français de l'étranger. Donc, effectivement, en 6e, 5e, on a conçu l'année dernière, ou il y a 2 ans, un module de renforcement en français sur 3 mois. Donc, c'est un module unique sur 3 mois avec lequel on a de vrais objectifs, c'est-à-dire que les objectifs sont clairs, hein, c'est-à-dire qu'à la fin du module, les enfants lisent de manière plus fluide, connaissent leur classe grammaticale, la fonction des mots, la conjugaison, les règles d'accord, en particulier du participe passé, et ont travaillé leur syntaxe et leur expression écrite. Et là, comme je le disais, donc ce sont des
tout petits groupes, donc 4 élèves maximum. C'est important qu'ils soient en petits groupes pour la dynamique, pour l'autostimulation, en fait. Et quand je dis groupe homogène, c'est que nous qui ne travaillons qu'avec des élèves des lycées français de l'étranger, on a par exemple des groupes d'élèves multilingues avec qui ne parlent français qu'à l'école, par exemple, et des groupes d'enfants où au contraire le français est vraiment à la fois la langue parlée à la maison, la langue parlée à l'école, etc. On ne mélange pas du tout ces élèves parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Euh, c'est un module, alors on mélange les 6e, 5e parce que ça pose aucune difficulté. Le but, c'est vraiment de leur donner cette aisance avec leur boîte à outils de langue et de maîtrise de la langue. Donc, 6e, 5e, ça fonctionne bien ensemble. Et en fait, on les voit, donc ça dure 3 mois, c'est vraiment limité dans le temps. On les voit 2 fois par semaine, une fois 1h30, une fois 1 heure. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ça implique un peu les parents dans le sens où on va leur demander d'écrire 5 minutes tous les 2 jours, etc. Donc, oui, comme on ne peut pas être derrière eux tous les jours, nous, on le contrôle quand on les revoit, mais c'est vrai que c'est un investissement aussi de la part des parents. Mais honnêtement, en 3 mois, vraiment, ils arrivent à faire un vrai, enfin, à véritablement changer de niveau et ils sont surtout beaucoup plus à l'aise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus à l'aise? Ça veut dire que quand ils sont en classe, ils comprennent plus vite les consignes, ils comprennent mieux les textes, ils ont plus de facilité à rédiger, ils font moins de fautes de conjugaison, d'accords, etc. Donc, moins de fautes de grammaire. Euh, donc, voilà, c'est un peu ça l'objectif. Et pour l'instant, on ne le fait qu'en français. Ensuite, en ce qui concerne les 4e et les 3e, là, on travaille de manière plus classique, c'est-à-dire comme on peut travailler ensuite avec les lycéens. Euh, on travaille soit en suivi hebdomadaire, c'est-à-dire que là, on voit les enfants 2 heures par semaine. Donc, toujours un petit groupe, toujours avec le même enseignant, bien évidemment. Hein, c'est-à-dire que quand un enseignant prend un petit groupe de 4 élèves, il s'engage à les accompagner jusqu'à la fin de l'année s'ils veulent être accompagnés jusqu'à la fin de l'année. Le même prof, les mêmes élèves, etc. Donc, il se crée une vraie relation. Euh, donc, ça, c'est en suivi hebdomadaire. Ou alors, ce sont des stages au moment des vacances scolaires, donc des différents pays, dans les différents fuseaux horaires, etc. Donc, comme chez Averroès, c'est vraiment notre travail qu'avec vous dans les lycées français de l'étranger. C'est vos vacances scolaires, en fait, qui sont nos vacances scolaires. C'est-à-dire qu'elles sont multiples. Voilà, ça dépend des classes, ça dépend des périodes, ça dépend des pays, etc. Donc, en français, clairement, les objectifs, c'est de renforcer, consolider les savoirs, en fait, en grammaire, orthographe, etc. D'approfondir la construction et l'analyse de texte et de rédiger des réponses claires, structurées. En fait, souvent, si vous demandez à vos enfants qu'est-ce qu'ils font en français à l'école, ils ne savent pas vous répondre. Pourquoi? Parce que en français, les programmes sont un peu pas élastiques, mais en fait, l'enseignant est assez libre dans l'organisation de sa progression. Et donc, il faut faire de la grammaire, il faut analyser des textes, il faut rédiger, il faut faire de la conjugaison, etc. Mais ils peuvent faire un peu tout de manière sans que les enfants voient vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Nous, quand on travaille avec vos enfants, on travaille sur une boucle de 8 semaines. Et dans cette boucle de 8 semaines, en fait, on construit à partir de l'interprétation et de la compréhension des textes des leçons techniques, par exemple
la valeur des modes et des temps, les points de vue d'un récit, des outils littéraires en poésie. On travaille la conjugaison, donc avec une progression sur l'année. Et systématiquement, sur chaque boucle de 2 mois, enfin boucle pédagogique de 2 mois, on a ce qu'on appelle un atelier d'écriture, c'est-à-dire qu'on les fait écrire. On les met en situation de rédaction et à partir de choses qu'on a vues ensemble, etc., de manière à ce que ils s'entraînent à la rédaction. Donc ça, c'est pour le français. En mathématiques, on est sur un accompagnement qui est plus classique. Hein. C'est vraiment... alors, certains enfants viennent chercher du perfectionnement, ils sont à l'aise, mais ils veulent faire plus d'exercices, ils veulent aller plus loin, ils veulent aller un peu plus vite, etc. Ils veulent se sentir plus à l'aise. Donc, il y a les deux, ou parfois, certains enfants sont plus en difficulté et ont besoin de revoir un ou deux chapitres plus particulièrement. Ça, les deux cas coexistent. Et là, pareil, on travaille sur le raisonnement et la démarche mathématique, le cours, c'est-à-dire les contenus du cours, et le travail sur la rédaction et la démonstration, en fait, sur les points de difficulté qui sont vraiment importants à acquérir au fur et à mesure. Pour ça, on a en fait une équipe qui est dédiée au collège, qui est plus, qui travaille plus avec les collégiens. Donc, en lettres, on a 2 enseignantes de lettres qui sont vraiment habituées du collège. Et en mathématiques, pareil, on a 2 enseignants, Katarzyna et Sylvain, qui tous les deux travaillent beaucoup avec les collégiens. Donc, voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui à Averroès, on est effectivement, on existe depuis 7 ans, 8 ans, depuis 25 ans en présentiel. On est présent dans, je voulais vérifier, 42 pays aujourd'hui. Donc voilà, on a des élèves un peu partout. Et bien évidemment, on a un site internet. Ah, je voulais cliquer, mais ça n'a pas fonctionné. Hop. Je voulais cliquer, mais je ne peux pas. Hop. Donc, je vais faire autrement. On a un site internet qui permet de voir un peu tout ce que je vous ai expliqué, de prendre contact avec nous, d'aller voir des détails et éventuellement d'inscrire vos enfants. Alors, comment ça se déroule? En fait, et ensuite, je répondrai à l'ensemble des questions. En fait, quand vous faites une préinscription sur notre site, c'est une préinscription qui, vous vous en doutez, à partir du moment où, je l'ai dit plusieurs fois ce soir, on constitue des groupes homogènes, on tient compte des besoins et des spécificités de vos enfants, etc. Bien évidemment que après votre préinscription, on a ce que nous on appelle un entretien pédagogique, généralement avec Cécile, ou avec Ophélie, ou avec moi, ou avec Nesrine. On a un entretien pédagogique pour faire le point sur les besoins, les attentes de votre enfant, etc., vos attentes. Et ensuite, c'est nous qui revenons vers vous avec des propositions de groupe dans les disponibilités que vous nous avez communiquées. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Cécile, Alors, oui, il y a plusieurs questions. Alors, notamment, si on revient au brevet, est-ce que les Oui. élèves qui ont une très très bonne moyenne en quatrième et troisième peuvent être exemptés de passer l'examen du brevet? Non, non. Ils ont probablement pas besoin. Enfin, c'est toujours pareil. Quand ils ont une très très bonne moyenne, en fait, leur contrôle continu ne compte que pour la moitié. Donc, s'ils vont pas passer les épreuves, s'ils ont le maximum de points en contrôle continu, on peut imaginer qu'ils auront leur brevet à 10. Mais non, personne n'est exempté de passer le brevet. Euh, et ce, d'autant plus que c'est c'est un premier examen. Donc, en fait, ça confronte les enfants
à l'organisation d'un examen, etc. Bon, il y a plein de pays dans lesquels les enfants passent des examens beaucoup plus tôt, hein. Je pense en Allemagne où ils passent un premier examen en fin de CM2, enfin en CM2. Euh, donc, c'est des choses qui sont assez classiques. Et c'est bien de se confronter aussi à l'examen, à la fois écrit et oral. Et s'ils ont une très bonne moyenne, bah, ça tombe très bien. Il y a zéro pression. Donc, du coup, ça permet d'aller à un examen détendu et de se mesurer à ce que c'est qu'un examen, rentrer dans sa salle, avoir son nom sur sa table, avoir une copie toute blanche dont on n'a pas tout à fait l'habitude, etc. Voilà. Ensuite, un élève qui est à la recherche d'entraînement, qui a globalement ses fondamentaux, qu'est-ce que tu lui conseillerais en troisième, de faire des stages ou de faire des cours hebdomadaires avec nous, dans le sens où voilà, il cherche d'abord à s'entraîner. Alors, en fait, j'ai envie de dire que en français, par exemple, euh, et c'est un peu vrai bon, c'est vrai dans toutes les matières, mais c'est vrai que dans les matières rédactionnelles, c'est très, très vrai. En français, on se rend quand même compte que l'entraînement régulier, c'est ça qui fait la différence, en fait. Donc, et c'est vrai, j'ai envie de vous dire, c'est vrai jusqu'au lycée. Moi, je suis prof de sciences économiques. Bon, bah, mes élèves de terminale, je les fais rédiger, en fait, et je les incite à rédiger même 5, 6 lignes ou 10 lignes toutes les semaines. Parce qu'en fait, il n'y a pas de secret pour acquérir l'aisance, ensuite euh, gérer le temps facilement, etc. Bah oui, tout ce qui est rédactionnel, analyse, interprétation, argumentatif, ça prend du temps. Et donc, j'aurais tendance à dire, dans cette démarche d'amélioration-là, je partirais plutôt sur du cours hebdomadaire. Surtout qu'avec du cours hebdomadaire, on a le temps de réinvestir les connaissances, d'enrichir son vocabulaire, de travailler sur plein de textes différents, etc. Donc, c'est pareil, ça fait encore de la lecture un peu différente. Euh, voilà. En mathématiques, quand on cherche vraiment que à s'entraîner, on maîtrise son cours et tout, mais on a besoin de faire des exercices, plus d'exercices. On peut tout à fait faire un stage pendant les vacances. C'est 2 heures par jour. Ça permet de revoir plein de chapitres sur une semaine et de s'entraîner de manière un peu plus intensive. Voilà. Ça répond à la question. Ensuite, une question sur les classes passerelles en seconde. Est-ce que c'est pour toute l'année et est-ce que les élèves passeront en première comme les autres après? Ah non, ah non. Oui, c'est pour toute l'année, pardon. Et non, ils passeront pas en première, en fait, ils passeront en seconde. C'est une espèce de pré-seconde. Alors, euh, euh, moi, j'ai le cas d'un élève ici qui est, euh, qui est, bon, alors évidemment, maintenant, après avoir été longtemps à l'étranger, là, physiquement, je suis à Toulouse. Donc, mais j'ai le cas d'un élève ici. Euh, alors, c'est un cas particulier, mais ça peut aussi être ce genre de situation, qui a eu des difficultés de santé en fin de quatrième, début de troisième, donc qui a raté 2, 3 mois de cours, euh, qui a fini son année de troisième, euh, qui a globalement à peu près eu son brevet, mais c'était fragile. Donc, il a eu son brevet, mais sans mention, etc., juste à 10. Et le conseil de classe a considéré que les compétences étaient, enfin, que c'était très fragile. Et il est allé en classe passerelle. C'était le choix de la famille. Le choix du conseil de classe, c'était un redoublement de troisième. Il n'avait pas du tout envie de redoubler. Et en fait, il est allé faire cette espèce de pré-seconde. Donc, voilà, ça peut être. Après, comment ça se mettra en place et comment ce sera déployé dans l'ensemble des lycées de la l'AEFE, alors là, très franchement, déjà, on va attendre de voir le résultat de l'expérimentation de cette année. Enfin, de l'année, il y a déjà, ça a été déjà le cas l'année dernière. Donc,
ça fera 2 ans d'expérimentation. Donc, on verra ce que ça donne et comment c'est mis en œuvre. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est conçu comme ça. Ensuite, si on revient au début du collège, pour notre module 6e, 5e, quand est-ce qu'on peut le commencer? Juste si tu peux préciser si on peut le faire à n'importe quel moment de l'année ou si tu conseilles un moment privilégié. On peut le faire à n'importe quel moment de l'année, en fait, hein, puisque c'est sur 3 mois. Donc, il y a des groupes qui peuvent démarrer tout le temps. Euh, donc, ça peut être souvent les 6e, il leur faut quand même 1 ou 2 mois pour s'habituer au collège, etc. Donc, les 6e, c'est rare qu'ils arrivent avant le mois de novembre. Mais ensuite, il y a pas de règle en fait, hein. C'est un moment où les enfants, j'ai envie de dire, c'est un investissement, hein, parce que pendant 3 mois, ça veut dire, je sais pas moi, peut-être le mercredi après-midi, enfin, ou je sais pas moi, le mardi après l'école, il a 1 heure et demie de français, et puis le samedi matin, il a 1 heure de français, il ou elle a 1 heure de français. Donc, c'est un investissement. Donc, il faut que ce soit pas non plus. Euh, il faut que ce soit une période où familialement ce soit cohérent, où par rapport aux activités de l'enfant, etc., ce soit gérable. Bon, bien évidemment, j'éviterai le mois de juin, les mois de mai-juin avec les diverses fêtes, spectacles et autres activités, parce que à ce moment-là, il y a trop de choses en fait. Mais voilà, il y a pas, après, il n'y a pas de moment idéal, j'ai envie de dire. C'est assez flexible. Bon, bah voilà. Ok, d'accord. J'ai fait le tour des questions. Bon, eh ben, je ne sais pas si Mélissa, tu veux ajouter quelque chose que j'aurais pas dit ou... Non, comme ça me semble assez un panorama assez clair de ce qui se passe dans le collège. Donc, et on attend les nouveautés, en fait. S'il y en a, Voilà. ou Mais s'il n'y en a pas, c'est très s'il bien y en aussi. a, on verra bien. Mais je pense qu'effectivement, bon, j'imagine qu'il y en aura, mais voilà. En tout cas, pas pour les enfants qui sont en 3e cette année. Après, pour tous les autres, je pense qu'on en saura un peu plus en cours d'année. Voilà. Bon, ben, je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Mélissa et Cécile, pour ce Merci soir. beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne soirée à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous recontacter. Au revoir.